Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. La République démocratique du Congo a bloqué 5823 comptes bancaires fictifs suite à une opération de contrôle budgétaire. L'État fait une économie de 6 millions de dollars par an en éradiquant cette fraude. Un niveau d'endettement qui s'élève à 60% en Éthiopie. Le pays doit rembourser 4 milliards de dollars par an pour éviter un risque de surendettement. Le gouvernement a annoncé un défi économique de grande envergure. Et enfin, des créations d'emplois stables et rentables en Afrique subsaharienne. C'est ce que la Banque africaine exhorte aux pays du continent, dont 90% de la population évolue dans le secteur informel. Mais tout d'abord, dans l'actualité, c'est un rejet clair de la classe politique de la révolution de 2011 qui est apparu au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Les résultats officiels confirment les premiers pointages des institutions de sondage privés. Kais Saïd, un universitaire sans parti politique avec 19% des voix, et Nabil Karoui, l'homme d'affaires en prison crédité de 15% des suffrages, sont les favoris pour le second tour. Les électeurs tunisiens auraient été moins nombreux que pour le scrutin de 2014, avec un taux de participation avoisinant les 15,02%, soit le taux le plus bas de l'histoire du pays. 5823, c'est le nombre de comptes bancaires fictifs bloqués par la République démocratique du Congo suite à une opération de contrôle budgétaire. Ces comptes détenus par des fonctionnaires de l'État étaient alimentés en argent sans être utilisés. Pour l'État congolais, l'éradication de cette fraude devrait permettre d'économiser plus de 6 millions de dollars par an, un sujet d'Ange Noménio. En République démocratique du Congo, 5823 comptes bancaires fictifs ont été bloqués par l'État suite à une opération de contrôle budgétaire. Sur ces comptes étaient versés des salaires qui n'ont pas été retirés pendant plusieurs mois. L'éradication de cette fraude de détournement d'argent public devra permettre d'économiser plus de 6 millions de dollars par an selon les autorités congolaises. La République démocratique du Congo perd chaque année 15 milliards de dollars du fait de la corruption. Et ces 15 milliards sont le fait des acteurs politiques qui sont engagés dans plusieurs réseaux mafieux de détournement de fonds publics. Mais malheureusement, en son temps, la lutte contre la corruption ne faisait pas partie du programme du gouvernement Kabila. Du coup, tous ceux qui étaient accusés d'avoir détourné le fonds n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires. Depuis plusieurs semaines, une affaire dite de 15 millions de dollars, présumée disparue des comptes du Trésor, défraie la chronique en RDC et éclabousse la présidence congolaise. L'Agence nationale des renseignements, en effet, avait demandé un audit de tout l'argent dépensés par les différents ministères depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi en janvier 2019. Il y a là une attente très grande de la part de toute la société congolaise sur la lutte contre la corruption qui apparaît comme étant un axe majeur du programme de gouvernance du président Félix Tshisekedi. En 2015, au moins 11,7 millions de dollars ont été détournés en un trimestre dans la seule ville de Kinshasa et dans 3 secteurs de la fonction publique. Près de 2 milliards de dollars d'économies ont été réalisés par le pays grâce à des opérations de contrôle budgétaire. Au Bénin, le taux de croissance économique pourrait dépasser les 8% dès 2020 pour atteindre une croissance à 9,2% à l'horizon 2022. Une montée en puissance de la croissance économique pour cause l'évolution des cours des matières premières et de change selon la programmation budgétaire et économique 2020-2022. Le gouvernement affirme également cet essor de l'économie béninoise à travers de récentes réformes dans le pays. Reportage de notre correspondante Philomène Tine. Le Bénin enregistre une croissance économique soutenue de 6% depuis 2018, tirée par des investissements publics en hausse. Selon le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022, le gouvernement béninois table sur un taux de croissance de 8% en 2020 et de 9,2% à l'horizon 2022. Si même le Bénin atteint la croissance, on ne va pas faire une croissance au détriment de l'homme qui a faim. Après tout, la croissance, c'est pour booster le développement. Le développement, c'est aussi la santé, et c'est aussi l'éducation. Donc, moi, quand on parle de croissance, il faut faire voir
Quels sont les paramètres de cette croissance? Le Fonds monétaire international, pour sa part, prévoit une croissance économique de 6,3% en 2019 et de 6,7% en 2020 pour le Bénin. Cette performance serait imputable non seulement à des évolutions des cours des matières premières et de change, mais également à une mise en œuvre rapide, mieux que prévu, des réformes économiques. D'abord, le premier défi, c'est le défi de la paix sociale, politique et autres environnementale. Le régionalisme, la politique de 2 poids 2 mesures, justice bancale, tout ça, c'est des bombes à retardement. Le Bénin n'est pas en guerre, mais le Bénin n'est pas en paix non plus. Les perspectives de croissance économique du Bénin sont encourageantes, certes, mais elles restent vulnérables aux chocs extérieurs, en particulier les pluies, les prix mondiaux du coton et du pétrole et l'évolution de la situation économique du Nigeria. Un recul de 4% de la dette publique gabonaise, selon les rapports gouvernementaux et des institutions internationales. Une baisse attribuée aux récentes réformes engagées en juin 2018. La dette publique reste néanmoins importante dans le pays, mettant ainsi en difficulté l'activité économique. Le gouvernement se dit engagé dans un processus de désendettement. Philomène Tine. D'après le rapport d'exécution budgétaire du deuxième trimestre 2019 du ministère de l'économie du Gabon, les règlements intervenus sur le poste des charges de la dette du pays s'élèvent globalement à 107 milliards de francs CFA. En outre, le Gabon envisage supprimer progressivement ses déficits budgétaires et réduire sensiblement ses dettes extérieures et intérieures. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la réforme fiscale engagée par le gouvernement gabonais. Une réforme fiscale qui consiste à réduire le train de vie des institutions publiques de l'État, améliorer les recettes fiscales, de telle sorte que le pays puisse dégager des ressources suffisantes pour améliorer son image. Selon la Direction générale de la dette du Gabon, au cours des 3 premiers mois de l'année 2019, l'encours de la dette publique du Gabon a augmenté de 8% par rapport au premier trimestre 2018. Toutefois, le pays vise à réduire son endettement à 40% du produit intérieur brut à l'horizon 2021. Ce processus, je l'encourage, d'autant que le Gabon ne se désendette pas seulement à l'égard de l'extérieur, mais aussi à l'égard des créanciers internes. Le désendettement a cet avantage d'améliorer l'image du pays à l'égard de tous les créanciers, aussi bien internes qu'internationaux. De manière générale, entre 2017 et 2018, l'encours de la dette publique du Gabon s'est établi à, en moyenne, 3 549,74 milliards de francs CFA de dette extérieure et 1 483,99 milliards de francs CFA de dette intérieure. L'Éthiopie doit rembourser 4 milliards de dollars par an pour éviter un risque de surendettement. Avec près de 60% de niveau d'endettement en 2018, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique tire la sonnette d'alarme. Un plan de remboursement qui s'annonce difficile. Pour cause, une production nationale limitée. 6 milliards de dollars d'investissement par an sont nécessaires pour atteindre les objectifs de développement, selon les spécialistes. Un sujet de Marcel Farba-Maroun. Pour atteindre ses objectifs de développement, l'Éthiopie doit rembourser une dette de 4 milliards de dollars par an, d'après le secrétariat exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. En 2018, la dette du pays avait atteint près de 60%, exposant l'économie éthiopienne à un risque de surendettement. Si vous continuez à accumuler des dettes comme vous le faites actuellement, vous allez probablement vous endetter au cours des 2 prochaines années. Beaucoup de réformes structurelles que vous avez mises en place n'attireront pas le secteur privé parce que vous ne serez pas un pays solvable. L'Éthiopie aurait rééchelonné 60% des prêts sur 30 ans alors que les remboursements devaient s'effectuer sur 10 ans. En cause, la production limitée du pays ne permet pas de rembourser la dette d'après le gouvernement. 6 milliards de dollars d'investissement par an sont alors nécessaires pour réaliser les objectifs de développement, selon les spécialistes. Ce n'est pas un trop grand risque pour le pays, mais il suffit simplement, à mon sens, maintenant de procéder à un discernement au niveau des types d'endettement. Parce qu'en fait, il y a des endettements à taux concessionnel et des endettements à taux non concessionnel. Et sur les 4 000 milliards remboursés, le taux d'endettement, il se passe quand même que l'Éthiopie a bénéficié des endettements à taux bonifié. Ce qui n'est pas à comparer aux endettements à taux commercial qui sont quasi usuraires. L'Éthiopie a entamé un processus d'ouverture de plusieurs secteurs de son économie aux investisseurs étrangers. L'objectif
l'objectif visé par le gouvernement d'Abiy Ahmed est d'obtenir 3 millions d'emplois au cours de l'exercice fiscal 2019-2020 afin de réduire le nombre de chômeurs. Celui-ci est estimé à 11 millions de personnes sur plus de 100 millions d'habitants, soit environ 10% de la population générale. La Banque africaine de développement plaide pour la création d'emplois stables et rentables en Afrique subsaharienne. Selon l'institution financière, 90% de la population active du continent évolue dans le secteur informel. Une situation que les responsables de la banque souhaitent changer. Lefty Ounou. En Afrique subsaharienne, 70 à 90% de la population active exerce dans des emplois non salariés. Or, selon la Banque africaine de développement, le continent devra générer entre 12 et 15 millions d'emplois chaque année. Ce taux de sous-emploi très élevé pousse l'institution financière à tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, la question donc du sous-emploi sonne comme un défi majeur pour nos États, en ce sens que chaque dirigeant africain, chaque politique doit intégrer les données, le volet création d'emplois et surtout le volet transfert de compétences avec les partenariats que nous signons donc avec l'Europe, l'Asie et les États-Unis. La question de l'emploi pose en effet un réel problème social et économique en Afrique. Bien que souvent diplômés, les jeunes ont souvent du mal à trouver un emploi. L'entrepreneuriat reste alors une voie de sortie pour nombre d'entre eux. L'alternative ici déjà, c'est de mettre définitivement un thème au système bancaire classique. Le système bancaire classique voudrait donc que le jeune puisse donc fournir des garanties. Il reviendra aux États de jouer donc le rôle de garant devant donc des banques, de jouer donc le rôle d'intermédiaire en offrant donc des garanties à ces banques-là afin que véritablement on puisse assister donc au financement des start-up, des petites et moyennes entreprises et même des méso-entreprises. La stagnation de l'emploi a retardé la réduction de la pauvreté. Bien que la part des pauvres en Afrique soit passée de 56% de la population en 1990 à 43% en 2012, le nombre de personnes pauvres reste élevé selon plusieurs études. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.